Pendant 10 ans, personne n'avait réussi à faire démarrer ce camion, ne serait-ce que le faire tousser. Des ingénieurs, des mécaniciens chevronnés, tous avaient échoué. Jusqu'à ce qu'une femme aux mains maculées de graisse et à la réputation discréditée entre dans l'atelier. « Tu vas vraiment essayer de le faire tourner, ça ?» se moqua le gérant, arrachant des rires à tous. Monique ne répondit pas. Elle inspira profondément, posa la clé sur le contact et le bruit qui retentit quelques secondes plus tard fit même trembler le sol. Abonnez-vous à la chaîne Moteur et Espoir et dites-nous en commentaire de quelle partie du monde vous regardez cette histoire. Une histoire sur le courage, la dignité et sur la façon dont la vie nous place parfois dans des situations impossibles, précisément pour nous prouver de quoi nous sommes faits. Monique Duval avait 34 ans ce matin frisquet de juillet à Lyon, et ses mains calleuses tremblaient tandis qu'elle rangeait ses outils pour la dernière fois. Pas de froid, comprenez-vous? Elle tremblait de rage contenue, de peur pour l'avenir, d'indignation. Elle était renvoyée de l'atelier Torrens, et la raison allait briser l'âme de quiconque, avec un brin de décence au cœur. Le gérant, un certain Valéry, d'une 40aine d'années, bedonnant et au regard fuyant, avait été clair avec elle. Soit elle installait les plaquettes de frein contrefaites sur le Scania, soit elle cherchait du travail ailleurs. Des plaquettes qui coûtaient 70% moins cher, oui, mais fabriquées avec un matériau inadéquat, qui pouvait lâcher dans une descente de montagne. Et ce Scania allait transporter des familles sur l'A43, vous comprenez ? Des mères, des pères, des enfants dépendant de ces freins pour fonctionner parfaitement. Monique regarda ses plaquettes bon marché dans sa main et vit le visage de son grand-père Jean, le premier mécanicien de la famille. Elle vit son père Robert lui enseigner, alors qu'elle n'avait que 7 ans, qu'un camion n'est pas seulement une machine, c'est le gagne-pain de familles entières qui sillonnent la France. Elle ne pouvait pas, tout simplement pas apposer sa signature sur ce travail, sachant qu'il pouvait tuer quelqu'un. « Alors, va rassembler tes affaires, » dit Valéry, retournant à son bureau sans même se retourner. Et là, elle était, 3 générations de savoir mécanique dans les veines, rangeant sa boîte à outils Facom rouge, celle qui avait été à son grand-père Jean. Dans la poche, elle n'avait que 240 €. À la maison, l'attendait sa mère Danielle, 62 ans, diabétique, ayant besoin de médicaments à 600 € par mois. Le loyer de leur appartement à Vols-en-Velin arrivait dans 10 jours, 650 € qu'elle n'avait pas. Monique savait faire beaucoup de choses, mais pas de magie avec l'argent. 3 semaines passèrent. Pouvez-vous imaginer le désespoir? 47 CV envoyés, 47 à des ateliers, des transporteurs, des concessions. Et savez-vous combien de réponses elle reçut? Aucune. 0. Le marché de Lyon était saturé, disait-il. Mais Monique connaissait la vérité que personne n'osait dire à voix haute. Une femme en mécanique était encore vue comme une intruse, comme quelqu'un qui prenait la place d'un homme. Elle commença à faire des petits boulots, réparant des motos pour les voisins, 50 € ici, 80 là. À peine de quoi acheter du riz et des lentilles. Sa mère Danielle, la pauvre, se mit à réduire ses doses d'insuline pour économiser. Monique voyait et feignait de ne pas voir, car si elle confrontait sa mère, les deux fondraient en larmes, et les larmes ne paient pas les factures. Ce fut un mardi après-midi que le téléphone sonna. Numéro inconnu. Monique décrocha, s'attendant à une pub pour une carte de crédit, mais la voix de l'autre côté était différente, rauque, presque brutale. « Monique Duval, je m'appelle Henri. Je travaille pour une société de transport à la Guillotière. J'ai entendu parler de vous. » Monique fronça les sourcils. « Entendu parler d'elle? Comment? Qui parlerait bien d'une mécanicienne au chômage? »« J'ai une proposition, » continua Henri, et quelque chose dans son ton fit se nouer l'estomac de Monique. « Nous avons un Renault Magnum ici que personne n'arrive à faire tourner depuis 10 ans. 10 ans, vous avez bien entendu? 15 spécialistes ont essayé. Des ingénieurs de Renault Trucks, des techniciens Cummins, des mécaniciens avec 30 ans d'expérience. Rien. » Monique serra le téléphone plus fort. « Et pourquoi m'appelez-vous? »« Parce que quelqu'un m'a dit que vous êtes doué. Très doué. Voici la proposition. Vous faites tourner le camion,
Vous recevez 15 000 € et une offre d'emploi. Si vous n'y arrivez pas, il fit une pause dramatique. Vous enregistrez une vidéo admettant publiquement que les femmes n'ont pas les compétences techniques pour travailler sur des moteurs lourds. Le silence qui suivit fut lourd comme du plomb. Monique sentit son sang se glacer dans les veines. C'était un piège, une humiliation annoncée, un spectacle public de son échec pour confirmer tous les préjugés que des hommes comme cet Henri portaient en eux. Mais 15 000 €, 15 000 €, ça paierait toutes ses dettes, couvrirait les médicaments de sa mère pour 6 mois, lui donnerait un répit, du temps pour se relever. « J'accepte », dit-elle, haïssant sa propre voix qui sonnait si désespérée. Le lendemain, Monique arriva au dépôt de transport Rodofort dans le quartier de la Guillotière. L'endroit était immense, un hangar géant avec des dizaines de camions garés. Mais au fond, comme un monument à l'échec, il y avait un camion recouvert d'une bâche grise poussiéreuse. Et là, comme un présentateur de cirque attendant le clown entrer en scène, se tenait Henri Tavares. Il avait une trentaine d'années, musclé, vêtu d'un gilet fluorescent et tenant un clipboard comme un sceptre de roi. Mais le pire n'était pas lui. Le pire, c'étaient les 20 personnes autour de lui, chauffeurs, mécaniciens, employés administratifs. Et 3 d'entre eux tenaient des téléphones clairement prêts à filmer. Monique descendit de sa vieille Clio de 1998, une voiture plus rapiécée que peinte à l'origine, et sentit ses 20 paires d'yeux sur elle, jugeant, doutant, attendant le spectacle. « Les gars, vous n'allez pas y croire !» cria Henri, et sa voix résonna dans tout le hangar. « La sauveuse est arrivée, la femme qui va faire ce que les gens de Renault, de Cummins et 15 mécaniciens hommes n'ont pas pu faire en 10 ans. » La façon dont il dit « femme » en étirant le mot chargé de mépris, fit serrer à Monique la poignée de sa boîte à outils jusqu'à ce que ses doigts lui fassent mal. Mais elle inspira profondément, releva le menton et marcha vers le camion. Ce qui se passa dans les minutes suivantes fut une cruauté méthodique que vous n'imaginez même pas. Henri tourna autour d'elle comme un vautour, lançant des blagues sur sa taille de 1,62, sur sa silhouette mince, sur ses mains, trop petites selon lui pour serrer de vrais boulons. « Dis-moi une chose, ma petite. » Il dit avec une fausse gentillesse. « Tu sais la différence entre un Cummins ISX-15 et un Detroit diesel ?» La foule rit. Monique le regarda droit dans les yeux et répondit d'une voix ferme. Le Cummins ISX-15 est un moteur de 15 L, 6 cylindres en ligne, turbo-compressé, avec injection électronique haute pression, puissance max de 605 chevaux et couple de 2050 lb-ft. Le Detroit Diesel DD15 a aussi 15 L, mais son système d'injection est différent. Il utilise la technologie Bluetech avec recirculation des gaz et le couple max atteint 1850 lb-ft en version standard. Une autre question ? Le sourire d'Henri vacilla une seconde, mais il se reprit vite. Tu as bien mémorisé ça sur Internet, hein ? Voyons si en pratique tu sais quelque chose. Monique ôta la bâche du camion et ce qu'elle vit lui serra le cœur. Un Renault Magnum, modèle 2015. Un géant français qui valait près de 850 000 € même avec 10 ans d'usage. Mais là, il était abandonné comme un chien sans maître, peinture blanche délavée, pneus à plat, couche de poussière racontant des années d'abandon. Henri lui tendit une feuille agrafée, la liste de tout ce qui avait été essayé. Système électrique entièrement remplacé, ECU neuve, moteur révisé, batterie changée 12 fois. Vous y croyez ? Tous les capteurs vérifiés. Ils avaient même fait venir un gars qui disait qu'il allait prier dessus. Rien n'avait marché. Il consulta ostensiblement sa montre Invicta dorée. « Tu as 4 heures. Si tu n'y arrives pas... » Il ouvrit un sourire cruel et lui montra un papier. « Tu enregistres ce petit texte. » Monique lut en silence et chaque mot était un coup de poignard. « Je, Monique Duval, admets que je n'ai pas les compétences techniques pour travailler sur des véhicules lourds, et je m'excuse d'avoir gaspillé le temps de tout le monde. Les femmes doivent accepter leurs limites. Les témoins s'installèrent.
Certains s'assirent sur des fûts d'huile, d'autres s'adossèrent à des camions proches. Les téléphones furent positionnés. Le spectacle allait commencer et Monique, les mains tremblantes mais fermes, ouvrit sa boîte Facom rouge, celle que son grand-père Jean avait utilisée pendant 40 ans, et se mit au travail. Elle ne savait pas, ne pouvait pas savoir à cet instant que ces 4 heures allaient changer non seulement sa vie, mais celle de centaines de personnes, que ce camion immobile cachait un secret bien plus sombre qu'une simple panne mécanique, et que le choix qu'elle avait fait 3 semaines plus tôt, de refuser d'installer des pièces contrefaites, n'était que le premier pas d'un voyage qui allait exposer un réseau criminel de millions et sauver des vies. Mais à ce moment, Monique Duval ne pensait qu'à une chose, faire rugir ce moteur, non pour les 15 000 €, non pour l'emploi, mais pour se prouver à elle-même et à tous ces hommes hilars autour qu'elle était compétente sans genre, que le savoir ne regarde pas la taille des mains, et que sous-estimer une femme avec 3 générations de mécaniciens dans le sang était l'erreur la plus stupide qu'on puisse commettre. L'horloge se mit à tourner, et avec elle commença l'une des histoires les plus incroyables que vous entendrez sur la justice, la vérité et le pouvoir de qui refuse d'abandonner. Monique commença par le basique, l'évident, les choses qu'un mécanicien avec 2 mois d'expérience vérifierait en premier. Et vous savez pourquoi? Parce que parfois le problème le plus complexe a la solution la plus simple. Elle connecta son multimètre à la batterie, 12,6 V, charge complète. Testa le démarreur en le démontant partiellement pour un test direct. Il fonctionnait parfaitement, tournant avec force, sans bruit suspect. Elle ouvrit le réservoir de carburant et plongea une jauge propre, diesel clair, sans signe de contamination par l'eau ou les sédiments. Henri observait de loin, bras croisés, ce sourire arrogant sur le visage. De temps en temps, il criait à la foule. « Ça fait 40 minutes, les gars. Je crois qu'elle cherche le manuel sur Google. » Rire, toujours des rires. Monique ignora. Elle avait appris de son père une chose fondamentale. Le bruit de la foule ne répare pas un moteur. La concentration répare. Alors, elle se concentra, passa au système électrique, suivant méthodiquement chaque circuit. Vérifia les fusibles un par un, tous intacts. Testa la continuité des câbles principaux au multimètre, courant passant normalement. Examina l'alternateur, le régulateur de tension, les connexions du faisceau électrique principal. Tout, absolument tout semblait en ordre. 1 heure passa, puis 1 heure et demie. « Hé, ma chérie !» cria Henri. Et la façon dont il dit « ma chérie » était empoisonnée. « Tu sais que quand le temps sera écoulé, tu devras enregistrer cette vidéo, hein ? J'ai même préparé le trépied. Ça va être pro. Des milliers de gens verront. » Monique sentit la sueur couler dans son dos, malgré le froid de juillet. Ce n'était pas la sueur de l'effort physique, c'était la sueur froide de la peur, du désespoir qui frappait à la porte. Elle revit le câblage du système d'injection électronique, cherchant des câbles rompus, des connexions oxydées, n'importe quel signe de problème. Rien. Absolument rien n'allait mal. 2 heures complètes, la moitié du temps écoulé. C'est alors qu'un des chauffeurs qui regardait un homme plus âgé, aux cheveux blancs et au visage marqué par le soleil, s'approcha. Il regarda autour de lui comme s'il faisait quelque chose d'interdit et dit à voix basse « Mademoiselle, vous savez ce que je pense ? Ce camion est ensorcelé. Ce n'est pas naturel qu'un Magnum reste arrêté comme ça. Il y a le doigt de la malchance là-dedans. » Monique le regarda, et quelque chose dans ces mots simples alluma une lumière dans sa tête. Le doigt de la malchance, non ensorcelé, saboté. Elle pensa à son père Robert Duval qui disait toujours « Fille, quand un problème n'a aucun sens, c'est généralement parce que quelqu'un a veillé à ce qu'il n'en ait pas. » Monique changea de stratégie, cessa de chercher ce qui était cassé et commença à chercher ce qui ne devrait pas être là. Elle se glissa sous le tableau de bord, contorsionnant son corps mince pour tenir dans cet espace exigu. Alluma sa lampe torche LED, une Maglite cadeau de son père pour ses 18 ans, et se mit à suivre chaque fil, chaque connecteur, chaque composant, non pas pour des dommages, mais pour des anomalies.
Et ce fut là, dans cette position inconfortable, avec l'odeur de graisse rance et de poussière envahissant ses narines, que Monique trouva. Caché derrière le module de contrôle du moteur, connecté de façon presque invisible avec des fils fins noirs se fondant dans le faisceau original, il y avait un dispositif rectangulaire de la taille d'une boîte d'allumettes, avec une étiquette effacée où l'on distinguait à peine interface CAN-bus, modèle XRT 2000. Le cœur de Monique s'emballa. Elle connaissait les systèmes CAN-bus, le protocole de communication que les ordinateurs du camion utilisaient pour dialoguer. Mais ça n'était pas un composant original de Renault, c'était une bidouille, une modification non autorisée. Elle photographia le dispositif avec son téléphone, prenant des photos sous tous les angles. Puis, avec un soin extrême, utilisant un tournevis Philips minuscule, elle commença à déconnecter cette boîte mystérieuse. Les fils étaient fixés avec du ruban isolant de mauvaise qualité, déjà sec avec le temps. Quand elle parvint enfin à retirer le dispositif, Monique sentit un frisson lui parcourir l'échine. Les soudures sur la carte de circuit interne étaient grotesques, trop épaisses par endroits, trop fines par d'autres, avec de l'étain en excès qui avait coulé. N'importe qui sachant souder le verrait tout de suite. Ce n'était pas l'œuvre d'un pro, c'était celle de quelqu'un qui soit ne savait pas ce qu'il faisait, soit, pire, savait exactement ce qu'il faisait. Monique prit son jeu de clés de précision, qu'elle emportait toujours, et ouvrit le boîtier plastique du dispositif. Ce qu'elle vit à l'intérieur la glaça. Un condensateur électrolytique était installé avec la polarité inversée. N'importe quel étudiant en électronique de base saurait que ça empêche le circuit de fonctionner. Pire, il y avait une résistance de 2200 ohms, là où il en fallait une de 470 ohms. Ça créait une boucle de redémarrage constant dans le CU, faisant que l'ordinateur du moteur essayait d'allumer et d'éteindre en boucle, sans jamais compléter la séquence de démarrage. Ce n'était pas une erreur de fabrication, c'était un sabotage délibéré, intentionnel, minutieusement planifié. Monique examina le dispositif de plus près, le tournant sous la lumière de la lampe. C'est alors qu'elle vit l'étiquette intérieure, presque illisible à cause de l'usure. Technoparts, distributeur, l'OTF 2847, et une date, mars 2016. 2h50 s'étaient écoulées. Monique avait 1h10 main restante. Elle pouvait simplement arracher ce module saboté, le jeter et essayer de démarrer le camion. Ça marcherait probablement. Elle gagnerait les 15 000 € et l'emploi. Fin de l'histoire. Mais Monique Duval n'était pas la fille et petite-fille de mécaniciens honnêtes pour rien. Elle regarda ce dispositif et pensa « Combien d'autres camions en ont? Combien d'accidents ça a causé? Combien de gens sont morts à cause de ce sabotage ?» Alors, elle fit un choix, prit plus de photos, documentant chaque détail. Puis avec un soin extrême, utilisant son fer à souder portable à batterie, un outil cher qu'elle avait acheté en 12 fois sur carte, elle commença à corriger les soudures défectueuses, refit chaque point avec une précision chirurgicale, enleva le condensateur inversé et le repositionna correctement. Remplaça la résistance erronée par une de 470 ohms qu'elle avait dans son stock personnel de composants d'urgence. « 3h20 !» cria Henri. « 40 minutes restantes. Tu vas affronter la réalité ou tu fais encore des heures sup là ?» La foule rit de nouveau. Certains s'ennuyaient déjà, tripotant leur téléphone. D'autres discutaient, pariant si elle enregistrerait la vidéo humiliante. Mais le chauffeur aux cheveux blancs continuait d'observer en silence. Et il y avait quelque chose dans son regard qui semblait différent. De l'inquiétude peut-être, ou de la reconnaissance. Monique reposa le module, maintenant réparé mais encore identifiable comme l'original, exactement à sa place. Reconnecta tous les câbles dans l'ordre précis où ils avaient été installés. Vérifia chaque connexion 2 fois. Son père disait toujours « La hâte est l'ennemi de la perfection ». Et en mécanique, la perfection peut signifier la différence entre vie et mort. 3h42. Monique sortit de sous le tableau de bord. Ses vêtements tachés de graisse et de poussière, ses cheveux attachés en queue de cheval échevelée,
des marques d'huile sur le visage. Elle marcha jusqu'à la cabine du Renault, ouvrit la porte avec un grincement aigu de gonds non lubrifiés depuis une décennie et grimpa sur le siège du conducteur. La foule avait grossi, plus d'employés étaient arrivés, attirés par le remue-ménage. Il y en avait une trentaine maintenant, tous attendant le spectacle. Henri avait les bras croisés, ce sourire confiant plaqué sur le visage. « Il te reste 15 minutes, mais on sait tous comment ça finit, hein, les gars ?» Monique posa la main sur la clé de contact. Son cœur battait si fort qu'elle l'entendait dans ses oreilles. Et si elle s'était trompée? Et si le problème était ailleurs? Et si ce module n'était pas la cause, mais juste une autre tentative ratée de réparation? Elle pensa à sa mère Danielle à la maison, probablement assise dans le vieux fauteuil du salon, regardant une série et économisant sur l'insuline. Elle pensa à son grand-père Jean, qui avait réparé son premier camion en 1968 avec des outils empruntés et un savoir qu'on ne lui avait pas enseigné, juste observé. Elle pensa à son père Robert, qui avait consacré 40 ans à un métier mal payé, mais qui gonflait la poitrine de fierté quand un chauffeur revenait après 6 mois sur la route et disait « Monsieur Robert, le camion n'a pas eu un seul pépin. » Monique inspira profondément et tourna la clé pendant une seconde qui sembla une éternité. Il n'y eut que le clic mécanique du démarreur s'engrenant. Le silence dans le hangar était absolu. Personne ne respirait. 30 personnes en attente. Et alors ça arriva. Le moteur Cummins ISX-15 rugit à la vie comme un géant se réveillant d'un sommeil de 10 ans. Le bruit fut assourdissant, résonnant contre les murs de métal du hangar immense. Le tachymètre, poussiéreux et oublié depuis des années, sauta à 700 tours par minute, se stabilisa. Le moteur se mit à ronronner avec cette douceur caractéristique, inimitable, d'un camion bien réglé. Les lumières du tableau de bord s'allumèrent une à une, comme des étoiles naissant dans un ciel noir. Les systèmes lancèrent leurs autodiagnostics avec de petits bips électroniques et l'écran digital principal, cet LCD que personne n'avait vu allumer depuis 2015, afficha en lettres vertes « Système OK », prêt pour l'opération. Le silence qui suivit fut encore plus assourdissant que le rugissement du moteur. Henri blêmit, littéralement pâle, comme s'il avait vu un fantôme. Ceux qui filmaient baissèrent leur téléphone, incrédules, bouche ouverte, yeux écarquillés. Certains murmuraient entre eux, essayant de digérer ce qu'ils venaient de voir. Monique descendit de la cabine calmement, ses mouvements délibérés, sans hâte. Elle marcha jusqu'à Henri et, le regardant droit dans les yeux, dit d'une voix ferme qui ne tremblait plus « Le camion fonctionne, mais il y a quelque chose que je dois montrer au propriétaire de cette société de transport. Où est-il » Henri ouvrit la bouche, la referma, l'ouvrit de nouveau comme un poisson hors de l'eau. « Le patron n'est pas là, je suis le gérant opérationnel. Tu parles avec moi. »« Non » dit une voix derrière lui. « Elle parle avec moi. » Toutes les têtes se tournèrent. Un homme que Monique n'avait pas remarqué avant, ou peut-être était-il arrivé pendant les dernières heures et s'était fondu dans la foule, s'approcha. Il était habillé simplement, pantalon jeans délavé, chemise blanche en tissu ordinaire, bottes de travail usées. Il avait une 50aine d'années, cheveux grisonnants, peau marquée par le soleil et le vent. Mais il y avait quelque chose dans sa posture, dans sa façon de bouger, dans la manière dont les gens s'écartaient instinctivement pour le laisser passer, qui criait l'autorité. « Je suis Rodolphe Paquet », dit-il, tendant sa main calleuse à Monique, le vrai propriétaire de Rhodophore et d'une demi-douzaine d'autres sociétés de transport dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Monique serra sa main, confuse. Rodolphe sourit, mais c'était un sourire triste chargé de poids. « Henri, ici ?» Il pointa le gérant qui suait maintenant à grosses gouttes. « C'est mon gérant opérationnel depuis 5 ans, ou plutôt, c'était jusqu'à il y a environ 3 minutes. » Il se tourna vers Henri et sa voix, bien que non élevée, trancha comme une lame. « Tu es viré, Henri, et tu auras beaucoup à expliquer, mais pas à moi, à mes avocats et à la police nationale. » Henri essaya de parler, mais Rodolphe leva la main. Silence,
Chaque mot que tu diras maintenant peut et sera utilisé contre toi. » Il reporta son attention sur Monique. « Je suis venu incognito, déguisé en mécanicien ordinaire, parce que je soupçonne depuis des mois que quelque chose cloche gravement dans mon entreprise. Trop d'accidents, trop de pannes inexplicables, des coûts de maintenance absurdes qui n'auraient pas dû exister. Et il y a 3 semaines, un de mes chauffeurs, qui connaît ton père, Robert Duval, m'a raconté que tu avais été renvoyé de l'atelier Torrance pour avoir refusé d'installer des pièces contrefaites sur un Scania. » Monique sentit son cœur s'emballer de nouveau. « J'ai monté ce test, » continua Rodolphe. « Ce Renault est arrêté depuis 10 ans. 15 pros ont vraiment essayé et échoué, mais j'avais besoin de quelqu'un avec de l'intégrité d'abord, de la compétence technique ensuite, quelqu'un qui choisirait de faire le bien même en perdant son job. Tu as passé le test avant même d'arriver ici. Abonnez-vous si vous admirez le courage de Monique de faire ce qui est juste, même en perdant tout. » Il regarda le dispositif que Monique tenait encore en main. « Maintenant, montre-moi ce que tu as trouvé. » Et ce fut à cet instant que Monique Duval comprit. Ce n'était pas une histoire sur la réparation d'un camion. C'était une histoire sur le démantèlement d'un réseau bien plus vaste, bien plus dangereux et bien plus mortel que quiconque là ne pouvait l'imaginer. Monique ouvrit les photos sur son téléphone, ses mains encore légèrement tremblantes d'adrénaline. Rodolphe Paquet se pencha pour voir l'écran, et à chaque image qui défilait, son visage se faisait plus grave, plus fermé, plus chargé d'une rage contenue qui semblait bouillir sous la surface. « Ce dispositif ici, » commença Monique à expliquer, sa voix gagnant en force et en assurance, n'est pas une pièce originale de Renault, c'est une interface CAN-bus trafiquée installée délibérément pour saboter le système électronique du camion. Elle zooma sur une photo montrant les soudures grotesques. « Regardez ces soudures, aucun technicien pro ne ferait un boulot pareil. Mais ce n'est pas de l'incompétence, monsieur Paquet. C'est du sabotage intentionnel. Il y a un condensateur installé avec la polarité inversée et une résistance complètement fausse pour le circuit. Ça crée une boucle infinie de redémarrage dans le CU, empêchant le moteur de compléter la séquence de démarrage. » Rodolphe prit le dispositif de ses mains, le tournant sous la lumière. Ses yeux se fixèrent sur l'étiquette intérieure presque effacée. Technopar, distributeur. Lot F2847. Mars 2016. Quelque chose changea sur son visage. Une expression de reconnaissance mêlée à de la fureur. « Technoparts est l'un de nos fournisseurs de pièces depuis 4 ans, dit-il. Sa voix basse, mais chargée de venin. C'est Henri qui a négocié le contrat avec eux. Il disait que c'était des pièces de qualité à prix compétitif. » Monique sentit un frisson lui parcourir l'échine. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler de façon terrifiante. « Monsieur Paquet, » dit-elle avec précaution, « combien de camions de votre flotte ont eu des problèmes électroniques inexplicables ces dernières années? Combien d'accidents dus à des pannes mécaniques ?» Le silence de Rodolphe fut plus éloquent que n'importe quelle réponse. Il ferma les yeux un instant, comme s'il faisait des calculs mentaux douloureux. Dans les 5 dernières années, 17 accidents graves, 3 morts. Sa voix se brisa sur le dernier mot. 3 personnes mortes, Monique. 3 chauffeurs qui travaillaient pour moi, qui avaient des familles, des enfants. La foule autour avait encore grossi, mais l'ambiance était complètement changée. Plus de rire, plus de moquerie. Il y avait un silence lourd, de celui qui tombe quand les gens réalisent qu'ils assistent à quelque chose de bien plus grand qu'ils n'imaginaient. Henri Tavares essaya de reculer discrètement, comme s'il pouvait se fondre dans la masse. Mais 2 hommes costauds, que Monique remarqua être des agents de sécurité de la société, se placèrent derrière lui. Il était piégé. « Je ne savais rien !» cria Henri soudain, sa voix aiguë et désespérée. « J'ai juste négocié les contrats. Je n'ai rien installé, je ne... »« Tais-toi, » dit Rodolphe, sa voix comme de la glace. « Tu auras tout le temps de mentir aux avocats et à la police. » Il se tourna vers un des hommes à côté. « Appelle la police nationale maintenant et préserve toute cette zone comme scène de crime. » Rodolphe reporta son attention sur Monique. « Tu as gardé ce module intact.
Pourquoi? Tu aurais pu simplement l'arracher et le jeter. Tu aurais eu tes 15 000 € et continué ta vie. Monique tint le dispositif avec soin, comme une bombe sur le point d'exploser. Parce que ça n'est pas juste un camion, monsieur Paquet. S'il y en a un ici, il y en a peut-être dans d'autres. Et s'il y en a dans d'autres, des gens meurent à cause de ça. Je ne pouvais pas détruire la preuve. Quelque chose changea dans les yeux de Rodolphe à cet instant. Un éclat de respect, d'admiration et aussi de ce qui semblait être de l'espoir. « Mon père m'a toujours appris, » continua Monique, sa voix s'embourbant, « qu'un vrai mécanicien ne répare pas seulement des machines, il répare des destins. Parce qu'un frein bien posé sauve une famille. Un moteur bien réglé amène de la nourriture à des millions de personnes. Et une vérification honnête peut faire la différence entre un enfant ayant un père ou grandissant orphelin. » Le chauffeur aux cheveux blancs, qui lui avait parlé plus tôt, s'approcha, des larmes coulant sur son visage ridé. « Mon fils est mort il y a 2 ans, dit-il, sa voix se brisant. Il conduisait un de nos Scania. Le moteur a lâché sur l'A43. Pile dans la descente de la montagne. Il a perdu le contrôle. On a dit que c'était une panne mécanique, mais on n'a jamais trouvé la cause exacte. » Rodolphe ferma les yeux de nouveau, sa mâchoire serrée. Monique vit une unique larme couler sur son visage avant qu'il ne l'essuie rageusement. « Combien d'autres ?» demanda Rodolphe, à personne en particulier. « Combien d'autres ai-je perdu à cause de pièces sabotées ?» Dans les jours suivants, la vérité émergea comme un iceberg, révélant sa masse cachée sous l'eau. Rodolphe engagea une firme forensique spécialisée dans les fraudes automobiles. Des auditeurs passèrent au crible les 146 camions de la flotte Rhodofort. Ce qu'ils trouvèrent fut pire que quiconque ne l'imaginait. 38 camions avaient des dispositifs similaires installés à des points stratégiques, tous étiquetés Technoparts. Mais ce n'était pas tout. Il y avait des filtres à huile qui ne filtraient rien, laissant l'huile passer directement, détruisant les moteurs lentement. Des plaquettes de frein faites avec un matériau inadéquat, un mélange de sciure et de colle qui fondait sous la pression, des pompes à carburant programmées pour lâcher après exactement 20 000 km, toujours hors garantie. Et plus encore, 3 stations-service où la flotte faisait le plein vendaient du diesel frelaté. 40% de diesel pur, 30% de kérosène, 30% d'eau avec additifs pour masquer la séparation. Le carburant coûtait 70% du prix normal pour la société, mais ruinait les moteurs en mois. Henri Tavares touchait 15% de commission sur chaque pièce vendue par Technoparts. Il recevait aussi 5 000 € mensuels de chaque station en échange de maintenir les contrats de ravitaillement. En 5 ans, il avait empoché 2,4 millions d'euros. Le coût humain était dévastateur. 17 accidents graves, 3 morts confirmés, 8 chauffeurs avec des séquelles permanentes, des dizaines de familles brisées et des millions d'euros en pertes, procès et indemnisations. Rodolphe Paquet présenta toutes les preuves au parquet national financier. L'opération Charge Fausse, comme elle fut baptisée, démantela un réseau opérant dans 7 régions françaises. 43 entreprises de transport étaient victimes du même schéma. La fraude totale dépassait 48 millions d'euros. Henri Tavares, les 3 associés de Technopart et les propriétaires des stations furent arrêtés dans une opération simultanée. Les images des hommes menottés dans des fourgons de la police nationale passèrent aux infos nationales pendant 1 semaine. Monique fut appelée comme témoin clé. Son témoignage technique, accompagné des photos qu'elle avait prises et du module préservé, fut essentiel pour la condamnation. Le procureur lui dit après l'audience « Si vous aviez simplement arraché ce dispositif et jeté, nous n'aurions eu aucun dossier. 43 entreprises continueraient d'être volées. Des chauffeurs continueraient de mourir. Vous avez sauvé plus de vies que vous ne l'imaginez. » Mais pour Monique, la vraie transformation était encore à venir. 2 semaines après avoir fait tourner le Renault, Rodolphe la convoqua pour une discussion. Pas dans le dépôt crasseux de la Guillotière,
mais au siège de Paquet Transport, dans le quartier de la Part-Dieu, un immeuble moderne de verre et d'acier de 15 étages au cœur de Lyon. Le bureau de Rodolphe était au dernier étage, avec vue panoramique sur la ville. Il l'a reçu personnellement, servi du café dans des tasses en porcelaine et l'invita à s'asseoir dans un fauteuil en cuir souple qui valait probablement plus que sa voiture. « Monique, » commença-t-il, sa voix sérieuse mais chaleureuse, « je veux vous offrir un poste dans mon entreprise, mais pas comme mécanicienne. » Il fit une pause. « Je veux que vous soyez ma directrice de la qualité et de la sécurité. » Monique sentit le monde tourner. « Monsieur Paquet, je suis mécanicienne. Je n'ai pas de formation en administration. Je n'ai pas de diplôme universitaire. » Rodolphe leva la main, l'interrompant gentiment. « Vous avez quelque chose qu'aucun diplôme ne peut enseigner. Vous avez une intégrité absolue, un savoir technique réel et le courage de faire le bien même quand ça coûte tout. Ces trois choses ensemble sont plus rares qu'un diamant. » Il glissa un papier sur la table. « Salaire de 32 000 € mensuels, participation aux bénéfices, assurance santé complète pour vous et votre mère, couvrant tous les traitements dont elle a besoin. Et une voiture de fonction, une Peugeot 3008 de 2024, car vous devrez voyager entre nos 12 centres de maintenance. » Monique sentit les larmes lui brûler les yeux, mais cette fois, elle ne put les retenir. Elles coulèrent librement sur ses joues, tandis qu'elle regardait ce papier qui changeait tout, absolument tout dans sa vie et celle de sa mère. « J'accepte, » dit-elle, sa voix embourbée. « Mais j'ai une condition. » Rodolphe haussa un sourcil, attendant. « Je veux créer un programme de formation pour mécaniciens, surtout pour les femmes. Je veux enseigner la différence entre faire bien et faire vite, entre gagner de l'argent et sauver des vies, entre être compétent et être intègre. » Rodolphe sourit, et cette fois c'était un sourire sincère, plein de chaleur. « Vous venez de prouver pourquoi je vous ai choisi, Monique Duval. » Et là, dans ce bureau au 15e étage, avec vue sur tout Lyon, Monique Duval cessa d'être une simple mécanicienne au chômage, luttant pour survivre, et devint celle responsable de veiller à ce que le réseau qui avait tué 3 personnes et détruit des dizaines de familles ne se reproduise jamais. Les premiers mois de Monique, comme directrice de la qualité et de la sécurité, furent intenses d'une façon qu'elle n'aurait jamais imaginée. Ce n'était pas juste s'asseoir dans un bureau et signer des papiers. C'était retourner chaque vice, chaque procédure, chaque contrat que Paquet Transport avait signé ces 5 dernières années. Et ce qu'elle trouva fit plusieurs fois se glacer son sang. Le réseau d'Henri ne se limitait pas aux dispositifs sabotés et aux pièces falsifiées. Il y avait des couches et des couches de corruption qui s'étendaient comme des racines pourries sous un jardin apparemment fleuri. Monique découvrit que 17 mécaniciens dans les 12 centres de maintenance touchaient des pots de vin pour installer les pièces de Technopart et pour ne pas signaler des problèmes évidents. Elle dut licencier 14 personnes dans les 6 premières semaines. Chaque licenciement faisait mal, car ça signifiait des familles perdant leur subsistance. Mais Monique pensait aux 3 morts, aux 8 chauffeurs avec des séquelles permanentes, et savait qu'elle n'avait pas le choix. L'intégrité n'était pas négociable. Rodolphe Paquet lui donna carte blanche. « Nettoyez cette maison », dit-il, lors d'une réunion tendue avec les gérants régionaux. « Peu importe qui c'est, peu importe depuis combien de temps ils bossent avec nous, s'ils sont impliqués, vous avez mon autorisation pour virer sur le champ. » Mais Monique n'était pas que rigueur et punition. Elle comprenait que beaucoup de mécaniciens avaient été coercés, pressurés, menacés par Henri. Alors, elle créa un programme d'amnistie. Quiconque confessait sa participation au réseau et fournissait des preuves aurait une seconde chance, à condition de passer par un programme rigoureux de recyclage professionnel et éthique. 23 personnes acceptèrent. Elles confessèrent à travers larmes et honte qu'elles avaient installé des pièces en sachant qu'elles étaient falsifiées, signé des rapports mensongers, ignoré des alertes de sécurité parce qu'Henri menaçait leur famille, leur job, leur avenir.
Monique écouta chaque confession personnellement, et à chaque histoire, elle comprit mieux le monstre qu'Henri était devenu. Il n'était pas seulement corrompu, il était cruel, manipulateur, utilisant la peur comme outil de contrôle. Un des mécaniciens, un homme nommé Adhémar, 52 ans, pleura tant pendant sa confession que Monique dut s'arrêter pour lui chercher de l'eau. « J'ai une fille avec une paralysie cérébrale, dit-il entre sanglots. Les traitements coûtent 3 000 € par mois. Henri l'a su et m'a dit que si je ne faisais pas ce qu'il ordonnait, il me virerait et je ne retrouverais jamais de job dans une société de transport. » Monique prit les mains calleuses d'Adhémar et dit ce que son père disait toujours. « On se trompe, Adhémar, on se trompe tous. Mais ce qui nous définit, ce n'est pas l'erreur, c'est ce qu'on fait après. » Adhémar resta, passa par le recyclage. Et aujourd'hui, il est l'un des superviseurs de maintenance les plus rigoureux de l'entreprise. Pendant ce temps, le procès pénal contre Henri et les impliqués avançait. La défense tenta tout. Ils prétendirent que les pièces étaient légitimes, que les dispositifs étaient pour améliorer les performances, que les morts étaient des accidents normaux du secteur du transport. Mais les preuves que Monique avait préservées étaient irréfutables. Le module saboté avec ses soudures délibérément défectueuses, les photos détaillées, les expertises techniques, les témoignages des mécaniciens. Tout construisait un dossier solide comme du béton. Le jugement eut lieu 8 mois après que Monique eut fait tourner le Renault. Elle fut appelée à témoigner, s'assit sur cette chaise face aux juges, aux procureurs, aux avocats de la défense et à Henri Tavarez qui la regardait avec une haine pure dans les yeux. L'avocat de la défense essaya de la discréditer. « Madame Duval, avez-vous un diplôme universitaire en ingénierie ?» demanda-t-il avec condescendance. « Non, » répondit Monique calmement. « Avez-vous un diplôme technique reconnu par l'État ?»« Non. »« Alors expliquez-moi, s'il vous plaît, » dit-il avec un sarcasme mal dissimulé. « Quelle autorité avez-vous pour opinioner sur des systèmes électroniques complexes de véhicules lourds ?» Monique le regarda droit dans les yeux. « J'ai 3 générations de mécaniciens honnêtes dans les veines. J'ai 26 ans d'expérience pratique depuis mes 7 ans. Et j'ai quelque chose qu'aucun diplôme ne garantit, la capacité de reconnaître quand quelqu'un sabote délibérément un système pour tuer des gens. » Le silence dans le tribunal fut absolu. Le procureur présenta alors le module préservé, les photos, les expertises de 3 spécialistes indépendants confirmant chaque mot du témoignage de Monique. Il présenta aussi les preuves de pots de vin, virements bancaires, messages WhatsApp, tableurs cachés sur l'ordinateur d'Henri. Henri Tavarez fut condamné à 19 ans de prison pour homicide involontaire aggravé, association de malfaiteurs et fraude. Les associés de Technopart écopèrent de 15 ans chacun, les propriétaires des stations de 12 ans. Quand la sentence fut lue, Monique vit le chauffeur aux cheveux blancs, le père du jeune mort dans la descente, s'effondrer en sanglots. Elle s'approcha de lui après la séance et les deux s'étreignirent en silence. Il n'y avait pas de mots pour ça, juste la certitude que la justice, même tardive, avait été rendue. Mais la reconnaissance du travail de Monique alla bien au-delà des tribunaux. 3 mois après le jugement, elle reçut une invitation inattendue. Parler au Congrès français du transport de marchandises, le plus grand événement du secteur en France. Monique n'avait jamais parlé en public devant plus de 10 personnes. L'idée de monter sur une scène face à des centaines la terrifiait, mais Rodolphe insista. « Vous devez raconter cette histoire. D'autres entreprises doivent savoir ce qui s'est passé ici pour que ça ne leur arrive pas. » Le jour de la conférence, Monique était si nerveuse qu'elle faillit vomir en coulisses. Mais quand elle monta sur cette scène et vit ces 500 personnes la regarder, quelque chose changea. Elle n'était plus la mécanicienne humiliée dans un dépôt. Elle était la pro qui avait démasqué un réseau de millions, sauvé des vies et transformé un secteur. Elle raconta l'histoire complète de son renvoi pour avoir refusé d'installer des pièces falsifiées au moment où elle fit rugir le Renault après 10 ans. Elle parla d'intégrité, de la responsabilité que chaque mécanicien a sur les vies qui dépendent de son travail. Elle parla des 3 chauffeurs morts et de comment leur mort aurait pu être évitée.
Quand elle finit, le silence dura 3 secondes, puis une personne applaudit, puis une autre et une autre. En 10 secondes, 500 personnes étaient debout, applaudissant fort, beaucoup pleurant ouvertement. Rodolphe était au premier rang, des larmes sur les joues, applaudissant plus fort que tous. Après la conférence, 23 entreprises de transport contactèrent Monique. Elle voulait engager Paquet Transport pour auditer leur flotte, implémenter les protocoles qu'elle avait créés, former leurs équipes. Rodolphe créa une nouvelle division dans l'entreprise juste pour répondre à cette demande, avec Monique à sa tête. Et le plus important, 16 jeunes femmes envoyèrent des messages à Monique, disant qu'elles avaient décidé d'étudier la mécanique après avoir entendu son histoire. L'une d'elles écrivit « J'ai toujours aimé les voitures, mais ma famille disait que c'était un truc de mec. Vous m'avez montré que je peux être ce que je veux. » Monique garda ce message sur son téléphone et le relisait chaque fois que la fatigue frappait, que le doute surgissait, qu'elle avait besoin de se rappeler pourquoi tout ça valait la peine. 2 ans et demi après ce matin frisquet de juillet où Monique fit rugir le Renault pour la première fois en 10 ans, elle était assise dans son bureau au siège de Paquet Transport, regardant par la fenêtre la ville de Lyon illuminée par la lumière dorée de fin d'après-midi. Tant de choses avaient changé, tant que parfois elle devait s'arrêter et respirer profondément pour croire que c'était réel. Paquet Transport était maintenant une référence nationale en sécurité automobile. Les 12 centres de maintenance opéraient avec des protocoles si stricts qu'ils étaient devenus un modèle d'étude dans les universités. Monique avait implémenté un système révolutionnaire. Chaque pièce installée recevait un code QR permettant de tracer son origine jusqu'au fabricant original. Impossible d'utiliser des pièces falsifiées. Impossible de frauder le système. Dans les 28 derniers mois, la flotte entière de l'entreprise, maintenant 230 camions, n'avait enregistré aucun accident grave lié à des pannes mécaniques. Aucun. Les économies sur la maintenance préventive étaient si importantes que Rodolphe décida d'étendre. Il ouvrit 4 nouveaux centres dans d'autres régions. Mais ce qui remplissait le plus le cœur de Monique de fierté n'étaient pas les chiffres ou les prix que l'entreprise avait reçus. C'était le programme qu'elle avait créé. Maintenance avec dignité. Le programme de formation était à sa 3e promotion. 62 mécaniciens formés au total, dont 23 femmes. Des jeunes qui apprenaient non seulement à réparer des moteurs, mais à comprendre que chaque vis serrée, chaque soudure faite, chaque système vérifié était une vie dépendant de ce que ce travail soit fait avec excellence et honnêteté. Juliana Cardozo, cette fille de 19 ans de la première promotion, maintenant 21 ans, venait d'être promue superviseuse du centre de maintenance de Saint-Étienne, la plus jeune superviseuse de l'histoire de l'entreprise. Lors de la cérémonie de promotion, Juliana serra Monique dans ses bras et murmura « Je ne serais pas là sans vous. Aucune de nous ne le serait. » Monique y pensait maintenant, regardant les photos sur le mur de son bureau. Photos des 3 promotions, visage souriant, uniforme neuf, outils en main, fierté sur chaque expression. Parmi eux, 8 femmes qui avaient été rejetées par d'autres boîtes, qui avaient entendu que la mécanique n'était pas un endroit pour elles, qui avaient été ridiculisées et sous-estimées. Maintenant, toutes avaient un job, un salaire décent, du respect professionnel. La vie personnelle de Monique s'était aussi transformée du tout au tout. Sa mère Danielle, maintenant 64 ans, avait un diabète parfaitement contrôlé, des consultations régulières avec les meilleurs endocrinologues de Lyon, des médicaments de première ligne, une alimentation adaptée. Elle avait même repris ses promenades matinales qu'elle adorait, mais qu'elle avait abandonnées par manque d'énergie. La maison qu'elles avaient achetée à Écully était petite, mais cosy. 3 chambres, un jardin à l'arrière, où Daniel cultivait des herbes et quelques fleurs. Monique avait encadré et accroché dans le salon la photo de son grand-père Jean et de son père Robert devant l'ancien atelier. Chaque jour, en partant au travail, elle effleurait le cadre. Un rituel silencieux de gratitude.
La Peugeot 3008 de 2024 que Rodolphe avait promise était impeccable dans le garage. Monique l'utilisait pour visiter les centres de maintenance, parcourant des milliers de kilomètres par mois. Mais elle ne s'était jamais séparée de l'ancienne Clio 98. Elle était rangée, rénovée, comme souvenir de ses débuts. L'impact du cas avait dépassé même les attentes les plus folles. L'opération Charge Fausse, qui avait commencé avec un unique Renault à Lyon, avait mené au démantèlement de réseaux de pièces falsifiées dans 11 régions françaises. 48 millions d'euros de fraudes identifiées, 127 personnes mises en examen, 81 condamnées à ce jour. Plus important que les chiffres, on estimait que les changements implémentés dans les entreprises de transport après le cas avaient évité au moins 50 morts ces 2 dernières années. 50 familles qui n'avaient pas perdu de père, de mère, de fils. 50 avenirs non détruits. Monique avait été appelée à témoigner dans une audition publique au Sénat sur la sécurité du transport de marchandises. Des sénateurs avaient utilisé son histoire comme exemple. 3 projets de loi étaient nés du cas. Un sur la traçabilité obligatoire des pièces automobiles, un autre sur la certification des mécaniciens et un 3e sur des peines plus sévères pour les fraudes causant des morts. Elle avait donné des interviews à des journaux, magazines, émissions TV. Chaque fois qu'elle racontait l'histoire, plus de jeunes femmes la contactaient, disant qu'elles voulaient embrasser la profession. Les inscriptions au programme Maintenance avec dignité avaient triplé. La 4e promotion aurait 80 élèves, dont 42 femmes. Cet après-midi-là, Monique reçut un appel qui la surprit. C'était le chauffeur aux cheveux blancs, celui dont le fils était mort dans la descente 2 ans avant l'affaire du Renault. Il s'appelait Oswald Ray et avait maintenant 73 ans. Retraité. « Madame Monique, dit-il d'une voix embourbée, je dois vous remercier en personne. Grâce à vous, l'homme qui a tué mon fils est en prison. Grâce à vous, d'autres parents ne perdront pas leurs enfants comme je l'ai perdu. Vous m'avez rendu la paix, vous savez. Ça ne ramène pas mon garçon, mais ça me laisse dormir en sachant que justice a été faite. » Monique serra le téléphone fort, des larmes coulant silencieusement sur ses joues. « Monsieur Oswald, je n'ai fait que ce qui était juste, ce que n'importe qui aurait dû faire. »« Non, ma fille, » répondit-il. « Vous avez fait ce que peu de gens ont le courage de faire, et ça change tout dans le monde. » Quand elle raccrocha, Monique resta quelques minutes en silence, absorbant ses mots. Puis elle prit son téléphone et ouvrit les messages gardés. Relut celui qu'une jeune de 17 ans lui avait envoyé des mois plus tôt. « Vous m'avez montré que je peux être ce que je veux. » Rodolphe Paquet frappa à la porte et entra sans attendre, comme à son habitude. Il souriait, tenant une bouteille de champagne et 2 flûtes. « Je viens de recevoir la confirmation, » dit-il en ouvrant la bouteille. L'Association française du transport de marchandises va vous décerner le prix Excellence et Sécurité de cette année. Vous êtes la première femme mécanicienne à recevoir cette distinction en 53 ans d'histoire du prix. Monique prit la flûte, mais ne put boire. Elle était trop émue. « Vous savez ce qui est le plus incroyable là-dedans ?» dit Rodolphe, s'asseyant dans le fauteuil face à son bureau. Vous n'avez rien fait d'extraordinaire, vous avez juste fait ce qui est juste, refusé d'installer des pièces falsifiées, préservé les preuves, fait votre boulot avec honnêteté et ça a changé des centaines de vies. Des milliers, corrigea Monique doucement. Si on compte les chauffeurs qui n'ont pas mouru, les familles non détruites, les jeunes qui apprennent à bien faire, ce sont des milliers. Ce soir-là, Monique rentra chez elle, conduisant lentement, savourant le trajet. Elle passa par le quartier où elle avait vécu au chômage, par l'atelier Torrance où elle avait été renvoyée, par le dépôt de Rodofort, où tout avait commencé. À la maison, sa mère l'attendait avec le dîner prêt, riz, lentilles, steak aux oignons, salade, de la cuisine simple, mais faite avec amour et sans souci si l'argent durerait jusqu'à la fin du mois. « Comment s'est passée ta journée, ma fille ?» demanda Daniel, ses yeux brillants de santé. « C'était bien, maman, c'était très bien. » Plus tard, seule dans son petit bureau à la maison, Monique regarda la photo encadrée de son grand-père Jean et de son père Robert,
2 générations de mécaniciens honnêtes qui avaient travaillé toute leur vie dans l'ombre, réparant des camions, nourrissant des familles, mais sans reconnaissance publique. « J'ai honoré votre legs », murmura-t-elle à la photo. « Je l'ai fait comme vous m'avez appris, les mains sales de graisse, mais la conscience propre. » Et cette nuit-là, Monique Duval dormit du sommeil profond de qui sait que sa vie a un sens, que son travail sauve des vies, et que chaque choix difficile qu'elle a fait, de refuser d'installer ses plaquettes falsifiées à préserver les preuves du crime, valait chaque larme, chaque peur, chaque moment d'incertitude. Parce que parfois, la plus grande révolution commence avec une personne ordinaire ayant le courage extraordinaire de simplement faire ce qui est juste.